finissez le référendum d'initiative citoyenne voulu par les Gilets jaunes. Ouais, c'est la dernière revendication des Gilets jaunes, le RIC. Et cette proposition, elle est portée à l'Assemblée nationale par un parti politique, la France Insoumise. Hier, ces députés tenaient un point presse et contrairement aux autres, c'est en sweat basket que François Ruffin a pris la parole. Voici que le groupe France Insoumise dépose une proposition de loi en faveur du RIC. Derrière le pupitre, il va commencer à s'énerver contre toute la classe politique. Honte à vous les ministres. Alors je vous résume, en fait il va dire Étienne Chouard et ça va faire un scandale dans toute l'Assemblée. Étienne Chouard, on dirait que c'est un nazi, c'est un très bon penseur. Maintenant s'il a des affinités avec certains sur les réseaux, etc., c'est son problème. Mais Étienne Chouard, c'est une personne assez correcte, qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'il dit. Donc c'est pas Salia Bracli, parce que Étienne Chouard a serré la main à Soral, que ça y est, c'est Al-Qaïda, quoi. Faut arrêter les conneries. Honte à vous les députés, honte à vous le président, honte à vous l'élite qui nous dirigez, honte à vous qui traînez votre peuple dans la misère. Bon, vas-y. Il déroule sous le regard approbateur de ses collègues jusqu'à cette phrase. Des hommes de conviction, nommons-les. Étienne Chouard et ses amis ont semé, ont arrosé depuis des années. Depuis le traité constitutionnel européen depuis 2005, depuis la trahison de Lisbonne. Alors on va vous repasser la séquence. Bon, en fait, ils sont en train tous de paniquer, là, le rouquin, etc. Dès qu'on a dit Étienne Chouard, tous les insoumis, là, les soi-disant Che Guevara, ils étaient en train de flipper. À part lui qui ne connaissait pas, peut-être, je sais pas, c'est un Réunionnais ou un... Il le connaissait pas. Mais tous les autres, ils se sont regardés. Et vous avez Corbière. Alors attendez, je vais avancer parce que j'ai pas le temps. Donc, Saléha Barakli qui est en train de descendre Étienne Chouard. Elle remplit bien sa tâche du boulot, la serpillière des médias français. Pépite Lu, il rend hommage à plusieurs ouvrages d'Eustache Mullins, un négationniste américain. On notera aussi la bonne opinion qu'il a d'Alain Soral, l'idéologue d'extrême droite qu'il qualifie de courageux. Soral, il est un résistant à la guerre. Il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Eh ben, je trouve ça intéressant et il n'y en a pas beaucoup qui le disent comme il le dit. Eh ben, il faut qu'il fasse partie du débat. Étienne Chouard pense aussi qu'on ne connaît pas toute la vérité sur les attentats du 11 septembre, la théorie du complot, tout ça. Et c'est donc... Voilà, la théorie du complot, tout ça, etc. Du style, toi, t'étais chez BFM, chez les grosses merdes de BFM, et tu viens nous la jouer, la théorie du complot, Étienne Chouard, Soral et compagnie. Mais tu te prends pour qui avec ta tête de lapin? Est-ce que tu t'es regardé toi aussi, d'ailleurs? On va en venir à l'actualité. Les Gilets jaunes, le pouvoir, je pense, avait l'impression que ça allait se calmer, ça allait être Noël, tout le monde est gentil et rentre à la maison. Pas du tout. Et donc, pourquoi est-ce que ce mouvement est si important? Alors, de mon point de vue, c'est un mouvement qui est à la fois historique, il a des caractéristiques jamais vues, ou en tout cas tellement rares que vraiment ça mérite d'être souligné, et exemplaire. C'est-à-dire que, de mon point de vue, les Gilets jaunes font ce que nous devrions tous faire. Ils sortent exaspérés par les injustices sociales, qui vraiment, cette fois-ci, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une histoire de prix de l'essence qui pousse l'exaspération à son comble, mais en fait, l'exaspération, elle est ancienne. Et exaspérés par les injustices, ils sortent de chez eux, et nous devrions tous faire ça. Ils se retrouvent sur des places publiques, et nous devrions tous faire ça. Ils refont société, ils découvrent qu'ils n'étaient pas seuls à être pauvres. Il y a plein de gens très pauvres là, des gens qui vivent avec des sommes dérisoires. Et ils nous disent, parce qu'ils le disent, ça on le voit souvent, ils disent nous avions honte d'être pauvres et nous pensions que nous étions peu nombreux, et en sortant sur les places publiques, nous apercevons que nous sommes très nombreux, et la honte disparaît, se transforme en colère. Et nous devrions tous faire ça. Mais les points importants arrivent après. C'est quand même important de souligner ça une minute, parce que c'est traité dans les médias comme un phénomène parmi d'autres. On en parle, ça a été à la mode. Maintenant, on essaie un peu de le dire qu'il devrait se calmer. Or, justement, tu es en train de nous dire que c'est le peuple terrible, qui est dans la rue et qui prend le sort en main. Un énorme carburant d'injustice, d'injustice vécue dans nos tripes, et qui pousse à rester dehors. Et surtout le fait de découvrir qu'on est... Cette idée du gilet jaune très voyant, et comme un étendard posé sur les plabords des voitures,
c'est une très bonne idée, ça permet très vite de nous compter, et ça rend le truc explosif parce que c'est tout ce que nous attendions. Nous avons besoin de savoir que nous sommes nombreux pour nous mobiliser, parce que si on est nombreux, il peut se passer quelque chose. Mais dans les caractéristiques, je trouve, historiques et très prometteuses, il y a, comment dire ça, il y a la volonté farouche de ne pas montrer les drapeaux habituels. Moi, je dis, avec mes mots à moi, je dis législatif, c'est-à-dire que la politique politicienne, ils en sont dégoûtés. Et ils disent, avec leurs mots à eux, ils disent, on veut pas de politique, on veut plus entendre parler de politique. En fait, je pense qu'ils veulent dire politiciens. On s'est tellement fait tromper par les politiciens que ça va, on veut plus voir de syndicalistes, de politiciens, les représentants nous ont trop trompés. Et donc, ils disent, ne venez pas chez nous avec des drapeaux syndicaux ou politiciens, on veut pas en voir. Et ça donne la possibilité, à mon avis historique et puissante, d'un mouvement unitaire. C'est-à-dire que, bien sûr, ils savent qu'ils sont divisés, qu'ils ne sont pas les mêmes, qu'ils ont des conflits entre eux, mais là, pour se bagarrer, ils savent qu'il faut qu'ils soient unitaires. Et ils le sont, ils arrivent à ça. C'est-à-dire quand il y en a un à qui ça échappe, et il dit de quel bord il est, et on lui dit tout de suite, on a dit qu'on ne parlait pas de politique politicienne, remballe ton drapeau, et il s'en aperçoit, il le remballe. Et je crois que c'est une des puissances du mouvement, c'est d'être unitaire. Mais c'est pas tout. Ces gens-là, en sortant de chez eux avec plein de revendications, des choses, ayant identifié ce qui ne va pas, comme tous les peuples du monde qui s'insurgent, commencent par réclamer des décisions, ce que moi j'appelle législatives, parce que moi je distingue, c'est une des caractéristiques de l'analyse que je fais, je distingue nos différences législatives et nos différences constituantes, et notre cause commune constituante, parce qu'il y a beaucoup moins de différences au niveau constituant. J'y reviendrai dans un instant. Mais donc, poussés dehors par l'exaspération, ils revendiquent, parce que nous n'avons que ça, nous sommes dans une prison politique dans laquelle c'est pas nous qui décidons les lois, c'est des élus, donc c'est des gens qui sont portés au-dessus de nous par la procédure de l'élection et qui votent toutes les lois. Nous ne votons rien, nous élisons. Élire, c'est renoncer à voter, c'est ne rien décider. Cette procédure nous infantilise, je n'ai pas le temps de développer ça, mais donc par habitude de nos conversations législatives, nous sommes portés à revendiquer, ils appellent ça des doléances, et donc ils ont produit au bout de même pas une semaine, une semaine, ils ont produit une liste de doléances. Alors des doléances... C'est les fameuses 42 revendications. Voilà, oui, tout à fait. Qui sont tout à fait présentables, oui, tout à fait, qui sont correctement ciblées les lois dont nous aurions besoin. En tout cas, les premières lois dont nous aurions besoin. Il en manque, mais elles sont déjà très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que ces doléances sont, par construction, des requêtes vers des êtres supérieurs qui sont les seuls qui décident. Ce sont des enfants qui demandent à leurs parents « Soyez moins cruels, donnez-nous un peu plus de salaire, infligez-nous un peu moins d'impôts, arrêtez de détruire les hôpitaux, etc. » Et à mon avis, demander à nos maîtres d'être moins cruels va comme résultat d'avoir quelques-unes des requêtes qui vont être satisfaites, mais on va rester dans notre impuissance politique. Oui, pour se débarrasser des troubles, nos maîtres vont accepter peut-être une augmentation du SMIC, peut-être, et encore, vous avez vu, elle est factice, parce qu'ils sont vraiment radins, ils vont accepter de satisfaire une ou deux de ces revendications les moins pénibles pour eux, et puis nous serons priés de rentrer chez nous. Mais ce que je vois dans les listes des revendications, je vois quelque chose dans la liste, il y a une ligne qui brille comme une étoile, comme une pépite d'or, qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Alors là, on n'est plus du tout dans les requêtes législatives, on n'est plus du tout dans une des lois qu'il nous faudrait, on est dans la manière d'écrire les lois, et plus que ça, on est dans le rôle que joue le peuple, dans l'initiative et dans le vote lui-même des lois. Donc là, il faut comprendre que et c'est ça que j'ai dit tout de suite, quand je me suis aperçu de ça, j'ai pas percuté tout de suite sur ce mouvement. J'ai vu une révolte et que je trouvais mal ciblée parce que
on était que sur les conséquences législatives, on était même sur l'augmentation du prix de l'essence, alors que les bandits qui nous gouvernent étaient en train de détruire la sécurité sociale, détruire le droit du travail, vendre les services publics, vendre les biens publics, les barrages à leurs copains mafieux. Enfin, je veux dire, la liste est longue comme un jour sans pain, des choses très graves. Et là, je me désespérais de voir le peuple ne pas réagir à tous ces crimes. Et je les vois sortir de chez eux pour quelques centimes d'essence. J'ai pas prêté attention à ce mouvement. J'ai pas compris ce qui est en train de se passer. Mais au bout d'une semaine, quand j'ai vu dans la liste des doléances qu'il y avait référendum d'initiative populaire, je dis attends, là, il y a un truc qui est en train de se passer. Donc l'idée, c'est pas toi qui leur a soufflé, pas du tout. C'est venu d'eux-mêmes. Mais oui, mais bien sûr, le référendum d'initiative populaire, c'est une vieille requête. Condorcet la défendait très bien. Qui était Condorcet parce que 18e siècle, un des penseurs du 18e siècle au moment de la Révolution française. C'est le dernier des Lumières qui était encore vivant à cette époque-là. Rousseau, Voltaire, tous ces gens étaient morts. Donc, Condorcet, c'est une des âmes de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme, de phrases importantes comme une génération ne peut pas asservir à ses lois les générations futures. C'est un penseur important. Et ce gars-là défendait magnifiquement le référendum d'initiative populaire. Il faut que je publie un billet là-dessus parce qu'il y a vraiment un très bon travail de chercheur sur cette vieille. Donc, c'est pas du tout moi qui ai inventé. C'est une blague de faire croire que je suis le père du référendum. C'est absolument pas le cas. Étienne, avec enthousiasme, tu as déjà abordé différents thèmes et moi j'ai envie qu'on les creuse un petit peu plus parce que on s'adresse aussi à des gens qui sont pas forcément familiers avec ta démarche. On essaye de toucher de nouveaux publics qui ne sont pas forcément bien informés sur les gilets jaunes, c'est pas par la télé en tout cas. Et donc j'ai envie justement d'expliquer les choses une par une. Et la première, tu as parlé de ces revendications sociales. J'ai envie de présenter 2-3 images que m'ont envoyé des internautes qui nous suivent, et de commencer par celle-ci par exemple. Obélix avec un gilet jaune, en train de secouer Macron, en lui disant « Quand on te dit, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir bouffer jusqu'à la fin du mois, c'est quoi le mot que tu comprends pas? Ça t'inspire quoi ?» Alors, ça, c'est ce que disaient les Gilets jaunes au début, les premiers jours. Mais quand ils ont compris que dans la liste de leurs revendications, ce référendum d'initiative populaire était la clé d'accès à toutes les revendications, à coup sûr, puisque c'est eux qui allaient décider, c'est eux qui allaient devenir législateurs, et à bien d'autres encore qu'ils avaient oublié de mettre dans leur liste, ils se sont dit, et quand je leur dis, mais vous devriez faire de ça une priorité, puisque ça va vous donner l'accès à toutes vos revendications. Si vous devenez puissant politiquement, ce qui nous manque, la cause commune des humains sur Terre, la cause commune des damnés de la Terre, partout sur Terre, c'est notre impuissance politique. Et pour sortir de notre impuissance politique, il faut que nous apprenions à instituer nous-mêmes cette puissance. Et ce que j'étais en train de te dire, c'est que, découvrant le RIC, en faisant une priorité, ils se sont aperçus, je le souligne, et ils comprennent ça à toute vitesse, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça se répand. J'ai souligné l'idée que si nous n'avons pas aujourd'hui le référendum d'initiative populaire, c'est pas une impossibilité technique ou divine qui viendrait du ciel. C'est parce que ceux qui écrivent les règles aujourd'hui, ceux qui écrivent la Constitution, ont intérêt. Donc la Constitution, c'est un tout petit texte que nous devrions avoir sur nous. Mais dans la Constitution, nous sommes absents. Mais nous sommes absents parce que ceux qui l'écrivent veulent pas qu'on y soit. Et s'il n'y a pas le référendum d'initiative populaire là-dedans, c'est parce que les constituants sont les élus, les professionnels de la politique, les représentants. Pour l'instant, les règles de la représentation sont écrites par les représentants. C'est pour ça qu'on l'a pas. Donc mais ça sert à rien. Dans les constitutions, est-ce qu'il n'y a pas des phrases du genre « la souveraineté appartient au peuple » ? Oui, mais juste après, il y a l'arnaque qui consiste à dire « donc la souveraineté appartient au peuple, super. Qu'il exerce, super. Par ses représentants. Si tu lis trop vite, tu t'en aperçois pas. Si tu t'arrêtes, tu dis... Si c'est les représentants qui l'exercent, c'est pas lui. Et donc c'est une arnaque en fait. C'est tout un art d'écrire une fausse constitution qui ressemble à une vraie. Ce que j'étais en train de te dire, c'est que le référendum d'initiative populaire, nous ne l'avons pas parce que ceux qui écrivent les institutions ont un intérêt personnel à instituer leur puissance et notre impuissance. Et que donc si on met dans la liste des revendications, donnez-nous aussi le référendum d'initiative populaire, nous ne l'aurons jamais. Nous aurons un faux référendum dans lequel il y aura toutes sortes de barrages. Alors il y aura un Conseil d'État qui pourra mettre son veto, il y aura un Conseil constitutionnel qui pourra mettre son veto, il y aura toutes sortes de domaines comme les domaines fiscaux, toutes sortes de domaines qui nous seront interdits. Et peut-être aussi le point qui pose les questions.
L'initiative, évidemment, La la manière de les poser. vraie initiative, voilà, tout à fait. Parce que de temps en temps, il y a des consultations, mais si la question est piégée... Alors, précisément, le référendum d'initiative populaire nous permet de poser nous-mêmes les questions. Donc, c'est tout à fait révolutionnaire. Mais c'est révolutionnaire si nous l'instituons nous-mêmes, si nous restons dans la posture infériorisée de l'électeur, pour qui l'élu décide tout, et si nous demandons à l'élu de nous rendre le pouvoir de légiférer, mais on l'aura jamais. Et donc, ce sur quoi les Gilets jaunes sont en train de se... Ils comprennent à toute vitesse, ce qui est fabuleux, c'est la vitesse à laquelle ils comprennent. C'est l'action qui fait l'éducation politique. Mais oui, et puis surtout, c'est le bon moment, quoi. L'idée, elle vient au bon moment. On est tous dehors, on est réunis, on est déterminés, on en a marre de souffrir de cette difficulté à vivre, et dans la liste de nos revendications, on trouve la pépite qui va enfin instituer notre puissance populaire, donc on en fait une priorité, elle sera en toute matière, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de garde-fous, on veut une vraie souveraineté populaire, et pas une souveraineté populaire réduite. Et puis, il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de faire des ateliers constituants, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'entraîner à écrire les règles du RIC écrites par le peuple lui-même. Non, mais ça, c'est absolument historique. Moi, c'est ce sur quoi je me bagarre depuis 10 ans, 15 ans, enfin 13 ans, et je le vois advenir, je pensais pas que je le ferais de mon vivant. Et c'est en même temps, moi, les Gilets jaunes donnent du sens à ce que je fais depuis 10 ans, et en même temps, moi, je donne du sens à cette pépite qu'ils ont trouvée et qu'ils ont mise, et qui rend possible, je crois... Est-ce qu'on peut expliquer, pour les gens qui sont une pas familiers vraie avec évolution. ça, qu'est-ce que c'est une constituante? Concrètement. Et concrètement, les Gilets jaunes sont en train de faire des constituantes. Tu vas voir. Ils ont un problème avec... Je n'oublie pas la question, mais pour te donner... C'est par la pratique que je vais te montrer l'exemple. Les Gilets jaunes arrivent sur leur rond-point, sur leur péage, avec une méfiance aiguë de toute forme de représentation. Trompés par leurs représentants depuis des dizaines d'années, et quand ils regardent l'histoire depuis des siècles, trompés par leurs représentants, ils arrivent sur les ronds-points pour faire société, et ils ne veulent pas de représentants. En tout cas, ils s'en méfient comme de la peine. Oui, ils ne veulent pas de représentants. Ça me paraît un très bon point de départ de processus constituant. Parce que il faut être vigilant. Un citoyen, c'est vigilant, c'est méfiant, ça fait attention au pouvoir, ça ne fait pas confiance au pouvoir. Nous avons besoin de pouvoir, mais il faut s'en méfier. Et donc, c'est bien de commencer par cette méfiance, parce que c'est ça qui va faire un bon processus constituant. Mais, donc ils veulent pas de représentants, parce qu'ils savent qu'ils vont être trompés par eux, mais nécessité fait loi. Ils sont très nombreux, les Gilets jaunes, et comme tous les autres humains, dans les grandes sociétés, ils vont avoir besoin de représentants. Donc, nos sociétés avons besoin de représentants, mais on sait qu'on va être trahi par eux. Donc, l'idée d'un processus constituant, d'une constitution, c'est de passer un contrat social entre les représentés qui ont besoin de représentants. Il n'y a pas encore de représentants. C'est un contrat le contrat de la Constitution, c'est un contrat social entre les représentés. Les représentants n'existent pas encore quand on est en train de réfléchir. Et on réfléchit aux règles de la représentation, on réfléchit et c'est ce qu'ils font sur les péages. Ils disent, comment on va désigner nos représentants ? Est-ce qu'on les élit ? Est-ce qu'on les tire au sort ? Avec quel mode de scrutin ? Pour combien de temps ? Avec quel mandat ? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire à ces représentants ? Ces gens-là, les Gilets jaunes, sont en train de réfléchir à ce que nous devrions tous faire. Nous devrions tous faire ce boulot de réfléchir aux règles de représentation avant d'avoir des représentants. Et quel mandat ? Est-ce que ces quelques personnes que nous avons désignées sur le péage, où il y a tellement de bruit des klaxons, et ils vont se mettre à l'écart, au calme, pour réfléchir. Est-ce qu'ils vont réfléchir pour prendre les décisions à notre place ? Comme aujourd'hui les élus, ou est-ce qu'ils vont réfléchir, nous préparer les décisions, puis revenir sur le rond-point et nous les proposer au vote. Et c'est nous qui allons voter. C'est tout à fait différent comme mandat. Donc ils réfléchissent au mandat. Et le mandat peut varier d'ailleurs d'une représentation à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut désigner nos représentants et un jour, vous allez prendre les décisions à notre place parce qu'il n'y a pas un gros enjeu décidé à notre place. Et puis un autre où c'est vraiment très important, là, c'est pas toi qui décide, il faudra revenir voter. Donc ils réfléchissent à ça, à la période de briefing avant de partir en représentation, et débriefing, reddition des comptes, en rentrant de la représentation. Ils réfléchissent à ça sur les ronds-points, là, en ce moment. Troisième réflexion sur la représentation, comment on les contrôle ?
comment on contrôle. On n'a pas encore de représentants, on est en train de réfléchir aux règles et on écrit nous-mêmes les articles. Troisième point, comment on les contrôle. Et là, c'est eux qui ont trouvé. C'est pas moi qui en ai parlé de ce truc-là, mais c'est très important. Et ça donne des idées, évidemment, sur le contrôle de nos élus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes? Ils ont dit, aujourd'hui, on a un truc qu'on n'a jamais eu, c'est un téléphone qui permet de faire un film, filmer et d'avoir un live Facebook. Alors Facebook joue le rôle d'ailleurs d'un service public en ce moment, un service public complètement trafiqué, mais on n'a que ça, mais on s'en sert comme d'un service public. D'ailleurs, ça nous fait penser qu'il faudra qu'on écrive les articles de Constitution qui institueront un réseau social public, sous contrôle citoyen, et qui ne sera pas tricheur comme les réseaux. En tout cas, pour l'instant, on n'a que ça, et ça marche pas mal. Et donc, les Gilets jaunes disent, quand on a un représentant, il vient avec son téléphone, quand il va négocier, par exemple, avec le Premier ministre, sa mission, c'est de poser le téléphone sur un meuble, avec un grand angle pour qu'on puisse voir à la fois nos représentants et les personnes avec qui ils sont en train de négocier, et le live Facebook nous permet de vérifier. Et s'il refuse, comme Philippe a fait, comme le Premier ministre a fait, eh ben le représentant, sa mission, c'est de dire si vous voulez pas filmer, moi je m'en vais, je peux pas représenter si je suis pas surveillé, contrôlé par mes représentants, Alors ceux que je représente. C'est un épisode qui m'a beaucoup frappé. Et ça, il faut l'instituer. Dans les médias, les choses ont été présentées. Allez, le gouvernement fait un geste, il accepte de recevoir les représentants des Gilets jaunes. Donc voilà, on va peut-être avoir une solution. Et quand le représentant dit on va filmer, là le gouvernement refuse et c'est terminé. Et pourquoi ils refusent? Ils ont tellement peur de quoi? Parce qu'en fait ils ont l'habitude de circonvenir, c'est-à-dire de tromper les populations représentées en corrompant. Alors, corrompre, ça peut être avec une carotte, avec de l'argent, du pouvoir, mais ça peut être en intimidant, ça peut être en faisant peur, ça peut être en mentant, c'est-à-dire en abusant de la confiance. Ou en donnant une reconnaissance et en flattant. Voilà, en flattant. Oui, il y a plusieurs méthodes pour corrompre. Alors qu'avec le film, on voit la négociation et on voit l'interlocuteur qui est en train de tromper notre représentant. C'est très important. C'est le contrôle permanent. Immédiat. Mais oui, tout à fait. Alors, je vois d'ici les élus qui vont entendre ce que je dis et qui vont dire « Mais qui est ce populiste qui veut surveiller les représentants ?» Oui, non, je suis populiste. D'abord, j'assume ça tout à fait. Et puis, surveiller les représentants, c'est la chose la plus banale et ça devrait être la plus ordinaire. Mais c'est pas tout. Le dernier point de la représentation que discutent les Gilets jaunes, c'est la sanction. Quand on n'est pas content de la façon dont on est représenté, quand on est mal représenté, il faut qu'on puisse révoquer à tout moment notre représentant. Et écoute ce qu'ont imaginé les Gilets jaunes, en tout cas avec ceux avec qui j'ai parlé, mais ils vont nous inventer encore d'autres choses, tu vas voir. Ils ont dit, ils ont fait ça, j'ai découvert ça à l'occasion d'un atelier constituant qu'on a fait à Agen la semaine dernière. Et pendant l'atelier constituant, ils ont dit... je sais plus si c'est moi ou eux, c'était comme un cerveau collectif. On a dit, mais ces gens-là, il faudrait qu'ils sachent qu'ils sont représentants avec un écran qui est vert quand ils ont leur mandat. Il faudrait qu'on ait une plateforme informatique où on puisse voter pour nos représentants. Et cette plateforme informatique qui serait articulée sur la blockchain pour que y ait une authenticité qui soit vérifiée, il faudrait que quand on vote pour un bonhomme ou pour 2 ou 3 personnes et elles ont un mandat, leur téléphone de représentant, il faudrait qu'il y ait une application qu'on nous programme, et il y a 50 programmeurs partout sur Terre, différentes nationalités, qui sont en train de réfléchir à comment on pourrait instituer nous-mêmes tout de suite le référendum d'initiative citoyenne, sans avoir besoin des représentants, des élus, on le fait nous-mêmes. Et alors, le programme que réclament les représentés en train de réfléchir au terme de la représentation, ils réclament un programme dans lequel leur vote actuel, qui disent... Ces personnes-là sont nos représentants, ça se verrait sur le téléphone du représentant par un écran vert qui dit il est légitime. Et puis pendant la négociation, c'est posé sur le meuble et on s'aperçoit qu'il est en train de se faire tromper ou qu'il est en train de nous tromper. On avait dit que c'était pas ça que tu dirais. Mm-hmm. On pourrait le révoquer sur la plateforme informatique, le révoquer en disant non mais lui il est pas en train de faire pas le mandat. Et on lui retirait, l'écran deviendrait rouge et il deviendrait invalide. Enfin c'est des choses comme ça qu'ils sont en train d'imaginer mais ça je trouve ça historique si tu veux, que les représentants ne soient plus partis, ne soient plus constituants, mais que ce soit les représentés qui réfléchissent au thème de la représentation, parce qu'une constitution c'est ça, c'est comment acceptons-nous d'être représentés. Et avec quelles limites, avec quel contrôle des représentants, c'est le boulot des représentés. Et ce que font les Gilets jaunes est tout à fait exemplaire.
quand on me demande qu'est-ce que je souhaite comme avenir, il me semble que les autres citoyens, ceux qui ne sont pas encore gilets jaunes, devraient les rejoindre parce que il faut tous qu'on fasse ce boulot sur la représentation. C'est pas aux représentants d'écrire les termes de la représentation. Et déjà aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est comment on peut tous se rassembler déjà pour trouver notre plus grand dénominateur commun. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Vraiment tous les humains. Et en fait, nos divisions viennent du fait que nos sujets de conversation sont législatifs. C'est-à-dire qu'on discute des décisions à prendre. Est-ce que tu es pour ou contre le nucléaire? Moi je suis pour, toi tu es contre, et on s'empaille parce qu'on n'est pas d'accord. Et puis comme on enchaîne comme ça les sujets législatifs, on est sans arrêt en désaccord, et quand c'est des sujets importants, on est en désaccord. Alors des sujets importants comme, je sais pas, le statut des étrangers, ou l'accueil des étrangers, la peine de mort, des choses graves, quoi. Les impôts, oui. Des vrais sujets de désaccord. Ou le capitalisme, hein, est-ce que capitalisme, communisme ou autre chose. Donc il y a des vrais sujets de conversation législatifs qui nous divisent sans arrêt. Mais on a toutes ces discussions dans un contexte d'impuissance politique absolue. C'est-à-dire que nous sommes dans des régimes représentatifs qui ont commencé à s'appeler démocratie au début du 19e siècle, mais qui sont fallacieux, c'est juste pour être élus, hein. Les démocrates, entre guillemets, qui sont candidats aux élections, prétendent être démocrates, mais ils ne le sont pas. Et les pères fondateurs du gouvernement représentatif, CIS en France, Madison aux États-Unis, explicitement, formellement, disaient bien qu'il n'était pas question d'instituer une démocratie, que la France ne saurait être une démocratie et que le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants, disait texto CIS. Donc c'est pas un régime qui s'est dégradé dans le temps et qui est devenu de moins en moins démocratique. Non, c'est un système qui est qui n'est pas adémocratique, il est antidémocratique dès le départ. Et dans ce contexte-là d'impuissance politique générale, chacun d'entre nous, nous discutons des sujets politiques, mais nous ne votons aucune loi, rien, nous ne décidons de rien. Dans ce contexte-là, on est très divisé et on s'est organisé en parti pour faire gagner un groupe et des candidats qui défendent des points de vue qui ne sont pas à 100% conformes à ce qu'on pense, mais qui sont en gros conformes à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes conduits par le gouvernement représentatif à nous diviser, mais à nous diviser comme des armées, en armées. L'armée des gens de gauche, l'armée des gens de centre, l'armée des gens de droite, et qui nous interdisent de fraterniser sujet par sujet, parce qu'il y a des tas de sujets sur lesquels on pourrait très bien fraterniser. Je pense que les partis les plus opposés vont avoir une opinion commune, par exemple, sur la retraite. L'organisation de la retraite, nous avons tous intérêt à un type de retraite donné, et les partis nous empêchent de le voir. Ce qui nous permettrait d'arrêter de nous disputer sottement dans une prison, parce qu'en fait, on est dans une prison politique. Un endroit où on ne peut rien faire. Et nous nous disputons pour savoir ce qu'il faudrait faire, alors qu'il n'est pas question pour l'instant de faire quoi que ce soit, puisque nous n'avons pas de puissance pour le faire. Et au lieu de sortir de la prison pour changer les choses et prendre notre destin en main, réellement... Quand tu dis on, c'est le peuple, là, c'est le pas peuple, les je pense élus. À tout le monde. Voilà. Oui, je pense à tout le monde. Mais vraiment, je pense à tout le monde. Quand je dis ensemble, je me fous pas de la gueule du monde. Je pense vraiment ensemble, tous les êtres humains. Et il me semble que nous devrions, pour changer les choses et sortir de cet océan d'injustice sociale qui mettent les gilets jaunes aujourd'hui dehors, mais bientôt ce sera les autres, hein, parce que tout le monde est en train de voir sa situation se dégrader. Une bonne solution, ça consiste à arrêter de nous disputer sur les sujets législatifs, prendre de la hauteur, comprendre comment on pourrait instituer notre puissance, et nous avons tous, je crois, intérêt à instituer notre puissance politique de changer les choses, donc en écrivant nous-mêmes cette puissance, dans un texte qui s'appellerait la Constitution, évidemment, mais qui ne serait pas cette anti-constitution. Ça, c'est la Constitution française, mais c'est un fake, c'est une fausse. C'est pas une protection, elle n'institue pas notre puissance, c'est une prison, elle nous emprisonne dans les mains des élus. Et c'est à nous, mais c'est pas juste parce que c'est pas nous qui l'avons écrit. Si nous écrivions ce texte-là, nous instituerions notre puissance, un peu comme si, je prends une image, nous sommes dans une prison dont la porte n'est pas fermée à clé. Elle est très lourde,
mais elle n'est pas fermée à clé. Il suffirait que si un groupe parmi nous essaye de pousser la porte, c'est trop lourd, on n'y arrivera pas. Si c'est l'autre groupe, il n'y arrivera pas. Et comme on se dispute, on ne se met pas ensemble pour pousser la porte de la prison. Mais si nous nous mettions ensemble, les 99%, à pousser cette porte, elle n'est pas fermée à clé. On croit qu'elle est fermée à clé, mais elle ne l'est pas. Si on poussait sur cette porte, on sortirait de la prison. La porte de la Constitution, quoi. La porte la porte de la prison politique dans laquelle nous sommes. Et en sortant, on déciderait, si on va à gauche, à droite ou au centre, mais on déciderait loi par loi. On ne déciderait pas, puisqu'on vient d'instituer notre puissance de discuter, argumenter, décider, un an après, vérifier qu'on ne s'est pas trompé quand on a décidé pour reconsidérer nos décisions. Tout cet appareillage politique populaire qui est tout à fait possible, si le peuple se met en tête de l'instituer lui-même, il n'y a rien d'impossible. Alors ça, c'est dans le monde idéal. Attends, juste une seconde, j'arrive. En sortant, on va pouvoir décider d'aller soit à gauche, soit à droite, soit... ça dépend des lois, en fait. On va décider de la direction dans laquelle on va. Et nous sommes dans la situation où, toujours, je reviens dans la prison, où, quand je présente cette idée-là, les gens de gauche me disent « Oui, d'accord, mais on fait ça seulement si, en sortant de la prison, on va à gauche. » Les gens de droite me disent « Non, on fait ça, mais seulement si, en sortant, on va à droite. » Et puis ceux qui sont au centre me disent « Mais tout ça, c'est... je veux bien sortir de la prison, mais si on va à gauche ou à droite, ça ne me plaît pas, je voudrais qu'on aille au centre. » Et finalement, nous sommes comme des rats dans une cage qui refusons d'instituer nous-mêmes la puissance dont on se disputera après. Écrivons d'abord notre puissance et on se disputera après. Bah oui, parce que quand Ruffin il vient dire aux Gilets jaunes, si vous voulez, moi, vos revendications sur le référendum d'initiative citoyenne, je veux bien mettre un projet de loi, on se dit oui, mais il n'y a pas les députés. Alors s'il faut voter France Insoumise pour avoir les députés, pour avoir le RIC, ce qu'on appelle le RIC, tout le monde n'a pas envie de voter France Insoumise et de se retrouver avec des insoumis partout au Parlement, quoi. Vous voyez. Et même chose à droite, et même chose... comment... À mon avis, François, c'est quand même un cas à part. Il est quand même moins critiquable que les autres. On peut lui faire des reproches sur la sortie de l'Union européenne, sur la non mise en cause du président de la République. Je ne vois pas pourquoi la France Insoumise, et les autres d'ailleurs, de toute l'opposition, je ne vois pas pourquoi ils ne demandent pas la destitution du président. Ils peuvent le faire. Ils ne l'auront pas parce que la majorité est dans les mains du tyran, mais ce serait symboliquement très fort quand même. Je ne comprends pas pourquoi l'opposition parlementaire, qui en a les moyens, ne fait pas jouer l'article qui permet de demander la destitution. Et puis, surtout, mais c'est beaucoup plus grave, je ne comprends pas pourquoi François ne défend pas la sortie de l'Union européenne, qui est un carcan qui conduit à toutes les politiques antisociales qui sont les nôtres. Donc, mais c'est un différent, mais ça ne fait pas tout. Je trouve que sur l'essentiel, c'est un représentant qui est beaucoup plus vertueux que tous les autres, beaucoup plus... Il fait un effort beaucoup plus grand pour aller voir ce qu'il représente, les gens qu'il représente. Et un effort sincère, c'est un type formidable, je trouve. Mais si on ne veut pas voter Ruffin et qu'on veut quand même... Mais le problème, c'est que même Ruffin, même François, parce qu'il est élu, parce qu'il est notre représentant, et donc je dis ça de façon bienveillante, je pense à François, je ne suis pas malveillant, mais même François, parce qu'il est représentant, n'est pas légitime à écrire les règles de la représentation. Les règles de la représentation, à mon avis, ne peuvent être et ne doivent être écrites, considérées et modifiées que par les représentés. Le contrat social qu'est une constitution n'est pas un contrat entre les représentants et les représentés. Relire Thomas Paine, les droits de l'homme, chapitre les constitutions, c'est lumineux et c'est logique. La constitution est un texte qui sert à mettre en place des pouvoirs et protéger le peuple représenté des abus de pouvoir. Et il ne faut pas que ce texte soit écrit par les pouvoirs eux-mêmes, sinon, évidemment, les pouvoirs sont en conflit d'intérêts et ils trichent, même s'ils sont gentils, même s'ils sont honnêtes. Donc, si vous voulez, la mise à l'écart des représentants de l'écriture des règles de la représentation, ça n'est pas une opprobre, ça n'est pas une honte qui est faite sur la tête des élus, pas du tout. Je demande que les représentants soient exclus du processus constituant parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, et je demande ça de la même manière que
quand un juge, dans une affaire, le calendrier des affaires amène devant lui sa propre fille, il faut qu'il juge, soit qu'elle soit accusée, soit qu'elle soit victime, il faut qu'il juge une affaire dans laquelle un enfant, un de ses enfants est en cause. Mais le monde entier comprend, le monde entier sait. Il n'y a pas d'exception. Tous les pays récusent ce juge. Mais c'est même pas ça, c'est que le juge lui-même va se récuser. Oui, il dit, je suis pas compétent parce que je peux pas. Il dit, mais je peux pas, je suis jugé parti, je ne peux pas rendre la justice. De la même manière qu'un prof qui voit arriver à l'oral, qui normalement est anonyme, il voit arriver, il ne doit pas connaître le candidat, il va lui donner une note. Et quand il voit arriver un ancien élève qui a redoublé ailleurs et qui revient, ah mais lui je le connais, mais le prof il se récuse lui-même. Donc les députés, s'ils avaient de l'honneur, enfin, c'est pas, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je dis qu'ils sont en conflit d'intérêts dans le processus constituant. Les députés, il me semble que... ne peuvent pas établir les règles de leur propre pouvoir. Exactement. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles de leur propre pouvoir. Et comme Robespierre l'avait plaidé pendant la Constituante, il avait défendu l'idée que les élus de la République devaient être inéligibles dans les institutions qu'ils étaient en train d'écrire. Mais à mon avis, c'est la même idée, mais insuffisante. C'est-à-dire que les candidats à l'élection, les élus, ne doivent pas même faire partie du processus constituant.